voix qui porte beaucoup, donc je vais devoir crier aujourd'hui. Et un peu de petite voix. Tout d'abord, je tiens à remercier au nom du Front antiraciste d'Alsacien toutes les personnes ici présentes. Le NPA 67 qui nous a permis de louer cette salle à la Maison des associations de Strasbourg. Et nos deux intervenants, Julia Boutelja et Franco Loya, qui sont déplacés jusqu'ici pour cette conférence. Nesrine va nous présenter succinctement ce qu'est le Front antiraciste alsacien, pourquoi sa création. Ensuite, je présenterai nos deux invités, Julia et Franco. Je vous laisserai la parole afin que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse y répondre. Voilà, je laisse la parole à Nesrine pour qu'elle présente le groupe. Bonjour. En fait, le Front antiraciste, c'est une organisation politique toute fraîchement constituée. Elle a été fondée en avril dernier afin de faire de la lutte antiraciste une lutte politique dans notre territoire politique et l'Alsace. Pour ce faire, on s'est constitué en un front composé d'organisations de sensibilités différentes et d'individus, d'organisations politiques, et d'individus. Et on est réunis autour de l'idée qu'on considère en fait que la lutte antiraciste doit compter parmi les priorités de l'agenda politique local et ne pas être reléguée à une de second plan. C'est pour ça que j'ai eu l'idée aussi d'inviter Franco Loya et Julia Boutelja, qui sont des militants essentiels à la lutte antiraciste politique et qu'on oppose en fait à l'antiracisme moral, du type SS racisme, et ils vont vous présenter en fait leur analyse de ce qu'est l'antiracisme politique. Ici à ma droite, vous avez Julia Boutelja, que nous sommes heureux d'accueillir. Les cofondatrices et porte-parole du Parti des indigènes de la République. Et les co-auteurs avec Xavier Créavideux, Nous sommes les indigènes de la République, publié aux éditions Amsterdam en 2012. Et a récemment écrit le livre Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire, publié en 2016 aux éditions de la Fabrique. Il est d'ailleurs disponible dorénavant pour ceux qui veulent l'acheter plus tard. Voilà. Ensuite, que nous sommes également honorés d'accueillir, qui est cofondateur et porte-parole de la brigade anti-négrophobie, qui a été créée entre deux réactions suite à la mort de Zied et Bouna, et à la condamnation de Fogiel pour propos racistes. Il est co-auteur de l'ouvrage Autopsie de la négrophobie, qui est lui aussi disponible ici à l'achat devant la porte. Voilà, je laisse la parole à Julia. Moi je démarre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je sais qu'il va y avoir un échange, un débat dans la salle. Je pense que c'est de ce débat-là qu'on va le plus apprendre. Je tenais à dire que il sera peut-être... on va comment dire, en tout cas, je ne vais peut-être pas aborder tous les détails qui permettront d'accéder facilement à la compréhension du pourquoi de notre création. Donc, ce sera l'occasion à ce moment-là d'essayer de poser des questions, même celles qui semblent fâchées, parce que c'est celles-là qui vont nous aider à conforter notre argumentation et à être sûr d'être bien compris. Donc il ne faudra surtout pas hésiter au cours du débat de poser toutes les questions requises, et je pense que c'est là que ce sera le plus riche pour essayer de comprendre notre vision de l'antiracisme. Alors pour ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement la brigade anti-négrophobie, c'est un groupe, un collectif qui s'est créé, qui n'est pas comment dire, il n'y a pas de personnalité juridique, hein. C'est un groupe qui vit par sa propre volonté de vivre, et on s'est fondé en 2005, comme ça a été résumé effectivement suite à la mort de Zied Bouna, mais aussi il y avait eu des incendies durant le printemps-été 2005 qui avaient tué 52 personnes, majoritairement d'origine de l'Afrique subsaharienne,
originaires de l'Afrique subsaharienne. Et il y a eu effectivement cette condamnation de Marc-Olivier Fogiel suite à une manipulation de SMS où il avait pris en otage des services publics pour faire passer des idées. Et les tribunaux français l'avaient condamné parce qu'effectivement, il avait, pour régler ses comptes avec l'humoriste Dieudonné, pris en otage toute une communauté et tout ce qui s'ensuit. Donc cela pour dire que si on s'était créé, c'est pas, il y avait les événements plus spectaculaires tels que les incendies, les manifestations, tels que les incendies et les révoltes qui ont suivi la mort des Zied Bouna, mais c'était intéressant, même si c'était beaucoup moins spectaculaire, d'analyser la question de la condamnation de M. Fogiel. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est la justice française qui le condamnait, donc on peut être d'accord ou pas d'accord, mais la justice s'est perçue comme quelque chose d'objectif, de rationnel, etc. Et c'était l'occasion pour nous de montrer que c'était plus l'émotion qui nous poussait à agir, parce que souvent, ce que disent les discours quelque peu paternalistes, quand on va agir suite à la mort de Zied Bouna, on va dire oui, mais c'est votre émotion, vous êtes un peu trop émotif. Pareil pour les incendies, en fait il n'y a pas de rationalité, tandis que là effectivement il y avait cette condamnation. Donc pour nous c'était l'occasion de dire que malgré cette condamnation, le gouvernement français, au-delà de la justice, c'est-à-dire il n'y avait pas de... le service public pour lequel on paye des redevances n'avait pas jugé bon d'opposer une sanction à l'animateur qui avait été condamné, et comment dire, les personnalités politiques de premier rang et de premier plan n'avaient pas été restées de manière très silencieux par rapport à ce problème. Donc nous on s'est dit, ça montre que tous les racismes, parce qu'on avait déjà une vision, il n'y a pas d'idée de le racisme, etc. Il y a différents racismes qui composent le grand ensemble du racisme. Tous les racismes n'étaient pas combattus avec la même conviction, voire certains étaient même nourris, alimentés de manière très subtile. Et donc on a décidé de se constituer en tant que groupe pour combattre le racisme d'État en général et la négrophobie en particulier. De là on a défini effectivement le racisme qui nous a ciblés en tant que noirs, qu'on peut résumer comme étant le racisme anti-noir, et on lui a donné l'appellation de négrophobie, qui existait déjà dans un cercle très élitiste, qui n'avait pas été spécialement défini, etc. Et nous, on a donc dans le livre, ça l'explique un peu, mais on a fait en sorte que, voilà, on a spécifié, on a délimité les contours du racisme qui nous touche chirurgicalement, qui nous cible chirurgicalement, et on l'a nommé la négrophobie. Donc voilà, alors pour ce qui est de la question de l'antiracisme politique, en sachant que d'autres questions pourraient être posées si tout n'est pas clair, mais pour ce qui est de l'antiracisme politique, ce que je tenais à dire, j'ai pas comment dire, une recette précise à donner. Tout ce que je sais, c'est que plus qu'antiracisme politique, moi je parlerais d'antiracisme décolonial, parce que plus j'avance dans le temps, dans la réflexion, dans l'action, etc., plus j'ai du mal à dissocier l'antiracisme de la question décoloniale, en fait. C'est-à-dire, c'est même pas plus j'ai du mal, je pense que c'est inextricable, en fait, puisque nous concernant d'une manière très générale, même si les Noirs viennent de différents endroits, etc., le racisme est vraiment l'arme qui a permis de justifier, de légitimer les crimes contre l'humanité qui ont été commis, et cette arme-là a servi à la colonisation. Donc, dans notre réflexion, il devient de plus en plus difficile de différencier l'antiracisme comment dire, de la mécanique décoloniale qui doit s'en suivre, qui doit aller de pair, selon nous. Et donc, plus qu'un antiracisme politique, bon, c'est un antiracisme politique, mais c'est vraiment l'idée d'antiracisme colonial. Effectivement, nous, par exemple, on n'aime pas trop nommer comment dire que, par exemple, nous, on a la vraie vision de ce que devrait être l'antiracisme, les autres ont la mauvaise. On essaye de proposer une analyse, et de cette analyse, les gens se font une idée. Et effectivement, comme ça a été dit récemment, je suis intervenu dans un cadre qui parlait aussi du racisme, et effectivement, l'intervenante parlait de l'échec de l'antiracisme, donc l'antiracisme traditionnel,
qu'on a coutume d'entendre, qui a pignon sur rue, qui montre patte blanche et qui a accepté de l'appareil politique mainstream, eh ben, cet antiracisme-là, on a compris qu'en fait, il n'a jamais été un antiraciste. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il porte le nom, le label ou l'étiquette d'antiracisme qu'il est un antiraciste. On pense qu'il est là pour renforcer de manière subtile l'ordre racial des choses, l'ordre éventuellement social des choses, et que, en fait, il n'y a pas une volonté de combattre le racisme dans le fond, mais de le combattre dans une forme qui est justement morale et qui ne vise pas justement à modifier le fond des choses pour arriver à ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, une réelle égalité, bien que, même ce mot, il faudrait rediscuter, mais qui permettrait à chacun d'accéder à une dignité qui lui est due, quoi, qui lui est due et qui devrait être inaliénable. Donc c'est en cela que nous nous distinguons de cet antiracisme-là, qui à notre avis déjà, il faut se poser la question, c'est-à-dire que pour nous, même quelle que soit la ville dans laquelle on est, le pays, etc., des individus, on va les désigner comme racistes, mais le principal pourvoyeur de racisme, c'est l'État. C'est-à-dire l'État français est le principal pourvoyeur de racisme de manière très déguisée, parce que il va jamais afficher ouvertement son racisme, mais ça on pourrait l'étudier ensemble, etc. Donc le principal pourvoyeur de racisme, celui qui a commis les pires crimes contre l'humanité, là on est dans le cadre français, donc on va parler de la France, mais on pourrait parler d'autres pays, celui qui a commis les pires crimes, qui les a légitimés, qui a fait des textes de loi, à commencer par le Code noir, le Code de l'indigénat, etc., qui a permis de légitimer le massacre de populations, de les réduire à l'état de sous-hommes ou de bien meubles, etc., ben, c'est bien l'État l'État français, donc c'est le principal pourvoyeur. Et cet État-là voudrait nous faire croire que par un tour de magie, parce qu'il a compris que c'était pas bien de faire des vilaines choses, d'un coup il a rompu avec ces textes de loi qui font corps, même dans son appareil juridique. On ne peut pas expliquer la justice, par exemple les contrôles aux faciès, etc., sans étudier le fil conducteur, le cordon ombilical qui relie la justice française d'aujourd'hui à cette justice coloniale d'hier. Et c'est ça vraiment que nous, c'est à cela qu'on s'oppose. Et c'est vrai que notre but n'est jamais de personnaliser, comment dire, on trouve que c'est une erreur de personnaliser le racisme, ce que l'antiracisme traditionnel fait souvent, c'est-à-dire il va désigner un grand méchant loup, il va dire « Oh, le vilain pas beau, vous voyez, c'est contre des gens comme ça qu'il faut combattre, etc. » Et pendant ce temps, l'État français est toujours en paix, c'est-à-dire on n'analyse pas les fondements de l'éducation nationale, on n'analyse pas les fondements du système politique qui pendant très longtemps, avant que, par exemple, M. Sarkozy fasse son tour de prestidigitation en mettant un peu de Ramayad, un peu de je ne sais plus qui, mais bon, voilà, Fadela, etc. Avant ce tour de prestidigitation, les appareils politiques, qu'ils soient même communistes, etc., ils étaient étrangement tout le temps blancs. Donc il faut bien se poser la question de savoir qu'est-ce qui, de manière insidieuse, perpétue toujours la même mécanique raciste qui n'avoue pas son nom, etc. Et donc, nous, c'est vraiment essayer de nous attaquer au fondement du racisme de la manière la plus émancipée possible, parce qu'on a conscience que aussi l'appareil raciste et au-delà l'appareil colonial est très aliénant, et qu'on a beau essayer d'être le plus libre possible dans son esprit, on est toujours quelque part aliéné, mais de la manière la plus émancipée possible, on essaie vraiment de s'attaquer au fond de ce racisme-là, que l'antiracisme renforce par son hypocrisie, même si c'est inconscient. Et ça, on pourra en discuter, parce que notre but, pourquoi on ne veut jamais aussi personnaliser cet antiracisme qui renforce l'antiracisme, c'est parce qu'on sait que des gens de bonne foi, comme les trucs humanitaires, là, je ne sais pas comment, les ONG, vont aller de bonne foi en se disant oui, il faut que je fasse quelque chose pour sauver l'humanité, etc. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas attaquer, parce qu'on sait que des gens, des individus, n'ont pas d'autres, comment dire, on ne leur offre pas d'autres visions, d'autres grilles de lecture, d'autres analyses, et vont aller dans ce genre de trucs de bonne foi. Et quand on attaque ces structures-là de manière directe, sans donner d'explication, ils ont l'impression qu'on les attaque.
Donc nous, ce qu'on tient à dire, c'est que il faut se poser la question de savoir comment l'État français, puisqu'on est en France, étant le principal pourvoyeur de racisme, peut financer un antiracisme qui est censé le combattre, puisqu'il est le principal pourvoyeur de racisme. C'est comme si un criminel allait financer l'enquête du juge qui est censé le condamner à mort. Ça n'a pas de sens. Donc on voit bien que si on réfléchit un tant soit peu, cet antiracisme-là ne peut pas nous libérer. Donc je ne serai pas beaucoup plus long, mais si, après, j'espère qu'il y aura un échange, mais après dire aussi que c'était essentiel pour nous de délimiter les différentes formes, quand je dis les différentes formes, c'est-à-dire pour nous ça va de soi, mais comme on ne veut pas adopter la même attitude paternaliste qu'on peut retrouver d'ailleurs dans un certain type d'antiracisme qui prétend connaître le racisme et pouvoir parler pour tout le monde, etc., alors que les cheminements du racisme sont aussi complexes que ceux de la colonisation. Donc on a pensé qu'il fallait qu'on délimite le racisme qui touche particulièrement les Noirs, parce que c'est par cette fenêtre-là, c'est par ce viseur-là qu'on nous a attaqués, mais ce n'était pas dans le but de dire qu'il y a un racisme au-dessus des autres ou plus important, etc. C'est dans le but d'une compréhension globale, c'est-à-dire qu'on invite effectivement chaque communauté, chaque population victime du racisme à définir le racisme qui les cible avec le cheminement colonial qui est le leur, pour une meilleure compréhension du mal. Parce que ce que je veux dire, c'est que par exemple, si on prend les images de l'asiatique ou du noir, etc., c'est pas de la même manière que ces images-là sont avilies. Le noir a une image de rigolard comme dans Banania ou de je sais pas quoi, l'asiatique une image, l'arabe une autre image. Ça veut bien dire que les cheminements coloniaux pour asservir, pour avilir les populations sont différents. Et que c'est ça qu'il faut étudier en profondeur. C'est comme s'il y a une maladie, si on veut la guérir, il faut la comprendre dans sa spécificité, dans sa subtilité et tout ce qui s'ensuit. Donc pour nous c'est primordial, et on pense que, par exemple, l'État français en particulier, parce que c'est l'un de ceux qui prétend qu'au nom des droits de l'homme, il ne faut pas de particularisme, etc. En tout cas, le truc de diviser pour mieux régner, bien t'assimiler, etc. Mais cet État français qui prétend au nom des droits de l'homme qu'il ne faut pas de quotas, donc ça on peut en discuter, qu'il ne faut pas de spécificité, il ne faut pas de particularisme, etc. On pense qu'il a créé aussi cette vision de l'antiracisme très générique, très vague, cette vision-là, pour justement ne jamais avoir à combattre réellement le racisme. Parce que c'est comme si, je prends souvent cet exemple, mais comparaison n'est pas raison, dans la maladie, un médecin disait, bon ben j'ai un médicament pour combattre la maladie. Je veux dire, un médecin est obligé de prendre chaque maladie dans sa spécificité, de l'étudier profondément pour pouvoir comment dire, essayer d'en extirper un remède. Et on pense que dans le racisme, c'est pareil. Et par contre, de l'étude d'une maladie ou d'un racisme à un autre, il y a des passerelles qui permettent de solutionner ou d'apporter des billes pour combattre, pour renforcer d'autres luttes qui sont spécifiques, etc., etc. Comme dans les maladies, on sait, on l'a vu parce que nous on s'intéresse particulièrement à la drépanocytose de par nos actions, on a vu qu'il y a des études qui ont été faites dans le cancer et des remèdes qui sont valables pour la drépanocytose. Donc je veux dire, le fait d'étudier chacun nos spécificités ne vise pas un repli sur nous-mêmes, mais au contraire vise à renforcer nos grilles d'analyse, et une fois qu'on les met en collaboration, à augmenter notre efficacité en matière de lutte contre le racisme d'État en général. Donc voilà à peu près comment on se pose. Et c'est vrai que nous, on est plus connus sur le champ de l'action de terrain, c'est-à-dire on peut appeler ça des opérations coup de poing et tout ce qui s'ensuit, mais parce qu'on pense que les nôtres, c'est pas parce qu'on pense que c'est le plus important c'est pour nous le fond. Mais il y a tellement de choses qui se font que les gens, s'ils ne vous voient pas agir, on pense qu'ils ne vous écouteront pas.
Donc on essaye d'agir le plus possible, on essaye de nous opposer à toutes les politiques racistes, qu'elles soient déguisées ou affirmées, et de manière à essayer de faire passer le plus possible nos idées, mais c'est très dur parce qu'effectivement, on le voit, je terminerai par ça, par exemple les mascarades de commémoration de l'abolition de l'esclavage. À chaque fois que vous ferez monter l'ébullition, l'État, raciste comme il est, ça choque peut-être des gens, mais c'est le cas, je peux le prouver tout ce que j'avance, donc il n'y a pas de problème. Mais l'État va, pour récupérer, va créer ce qu'on peut appeler chez les pompiers des contre-feux. Donc il va créer une commémoration parce qu'il sait que la question est en train de crépiter et qu'il vaut mieux qu'il la maîtrise plutôt que de nous laisser la prendre à notre compte. Donc c'est comme ça qu'on devient invisible, c'est comme ça qu'il y a des groupes qui sont créés, des groupes soi-disant, entre guillemets, antiracistes, qui sont créés pêle-mêle pour pouvoir empêcher la visibilité ou le fait qu'on puisse entendre d'autres groupes, et c'est comme ça qu'on est invisibilisé, mais en tout cas, on se bat et on essaie non pas de lutter contre cet antiracisme-là, mais notre vocation, c'est essayer de décoloniser les esprits, parce que si on décolonise les esprits, automatiquement, c'est comme si on reformate le programme d'un ordinateur, on va forcément vers la libération. Donc c'est ça notre mission, c'est pas de nous opposer à un antiracisme traditionnel, c'est réellement de lutter contre la décolonisation, et aujourd'hui on pense que la décolonisation, au-delà du néocolonialisme, ça devient du neurocolonialisme. Donc on pourra... C'est exactement ça. Voilà, du neurocolonialisme. On pourra étudier ce concept-là, mais c'est là qu'on en est. Donc l'idée, c'est de décoloniser les esprits. Voilà, à peu près ce que je pense.